Entre 1984 et 1986, François Mitterrand a reçu régulièrement le psychanalyste Ali Magoudi et le journaliste Pierre Jouve à l'Élysée, sans jamais les décommander, même dans les circonstances les plus tendues politiquement. 18 rendez-vous filmés que nous exhumons aujourd'hui sous l'œil analytique du principal intéressé, Ali Magoudi. On a écrit à François Mitterrand au nom de la revue Esprit en 83 et à cette époque le président de la République lisait tout son courrier, il a lu le courrier et il a dit oui à la demande d'entretien qu'on avait faite avec Pierre Jouve. Et à partir du moment où en 84 on a commencé à tourner, il a dit oui à tout ce qu'on lui demandait. Et on est parti comme ça pour une aventure qui a duré plus de 2 ans et demi en tournage, reportage, et on l'a suivi jusqu'en 86. Et à partir de 86, on a continué à le voir comme si on restait lié par un passé commun. Alors son acceptation, elle est due probablement aux médias qui nous a permis de rentrer à l'Élysée, c'est-à-dire la revue Esprit. Et la revue Esprit, c'était la revue qui continuait la revue du Sillon, de Marc Sangnier, et qui était la revue de la famille Lorrain, c'est-à-dire la famille maternelle de François Mitterrand. Et donc en fait, quand il nous a dit oui, et quand il a dit oui en permanence à toutes nos questions, c'est pas à nous qui disions oui, c'était à sa mère. C'est-à-dire qu'on était d'emblée tombé dans une espèce de point aveugle transférentiel, où il disait oui, mais ce n'était pas vraiment à nous qu'il disait oui, c'était oui à ce courant de pensée de la gauche dans lequel il devait quelque part se couler pour réussir. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il ait accepté de s'allonger. Il parlait en disant « La suite est de votre ressort, pas du mien ». Il a dû faire une espèce d'auto-analyse à force de parler à des gens de lui. Je pense qu'à chaque fois, il devait avancer progressivement dans une réflexion sur lui-même. Mais bien évidemment, c'est une auto-analyse limitée. Il reste, je pense, beaucoup de choses à décrypter. Et ce qui nous intéresse ici, nous, c'est quand même pourquoi j'étais un homme politique. Pourquoi je suis devenu chef de l'État. Pourquoi devient-on président de la République? Pourquoi désire-t-on marquer l'histoire? Pour un psychanalyste, l'enquête revient à travailler sur les failles affectives ou généalogiques qu'un prétendant au poste chercherait à combler. Monsieur le Président, pouvez-vous nous parler de votre mère? Mon père était très strict. Tous les matins, c'est la messe de 6 heures. 6 heures le matin. J'ai retrouvé son... Elle avait un livre de raison qu'elle notait quand elle avait 18 ans, 20 ans, 50 ans, à la maison. C'est un document très précieux d'ailleurs, indépendamment de l'aspect familial, puisqu'il raconte les événements de l'époque. Et elle avait des modes de vie qu'elle écrivait, qu'elle remettait au point tous les 6 mois, quoi. C'est le métier de chien. Rigoureux, une heure de prière, méditation, la journée. Donc c'était une formation un peu même janséniste, quoi. Et pas du tout très libérale par rapport aux autres. Bon, mais c'était un milieu, quoi. Et avec cette influence biblique, parce que Jarnac était une ville protestante. Et alors que la Bible était très délaissée par les milieux catholiques, là c'était le livre de chevet, quoi. Tout ça. La Bible est le livre de chevet des Mitterrand. Il a appris à lire quasiment dans la Bible, et c'est une lecture, il le dit lui-même, c'est une lecture que les catholiques avaient délaissée ailleurs en France, mais la confrontation avec la lecture biblique des protestants fait que les catholiques de sa région lisent la Bible. Apprendre à lire dans la Bible auprès d'une mère dévote, passer son enfance dans un internat catholique au collège d'Angoulême, cela marque le jeune François Mitterrand d'une empreinte indélébile. Cette culture religieuse le suivra jusqu'au bout de sa carrière politique, comme elle lui permettra de faire face à toutes les épreuves essentielles de sa vie personnelle.
cet empilement catholique protestant, c'est une des formes d'empilement des contraires que Mitterrand va mettre en œuvre tout le long de sa vie d'enfance, sa vie d'adolescence, sa vie politique, principalement. De la colonne vertébrale, il avait aussi 2 ans à mourir. C'était 10 ans après. Donc, c'était des chocs très amortis par la maladie, la douleur, la souffrance, l'agonie. Imaginez que cette jeune femme, que le médecin avait dit, il ne faut pas que vous ayez d'enfant sans quoi vous risquez de mourir, parce qu'elle avait une malformation cardiaque. Donc pas d'enfant, pas de mariage, pas d'enfant. Bon, le mariage, c'est difficile de s'en toucher. Et qui a 8 enfants en 12 ans, sachant cela, et mourant après. Je veux dire qu'elle a quand même été à ce moment-là une mère de famille, quoi, accablée d'une grande maison, beaucoup de mouvements, beaucoup de gens, donc absorbé par des tâches. Donc lui, c'est le 5e d'une fratrie de 8, et donc derrière lui, il y a encore 3 fois cette épreuve pour lui. À chaque fois qu'il y a un enfant qui arrive, la mère risque de mourir. Donc là encore, c'est une empreinte infantile et précoce, très forte, pour compiler la vie et la mort. Si quand vient la vie, la mort menace, alors vie et mort se confondent dans l'imaginaire du petit enfant. François, Robert et les autres perdront leur mère très tôt. Ainsi, très tôt, se noue cette conjonction entre vie et mort, qui ne cessera de hanter François Mitterrand, sa vie durant. C'est là que je suis je crois dans ce livre. C'est vrai? Oui. C'était la chambre de mes parents et ma mère a couché de 7 enfants sur 8 ici. Ma mère qui est le 8e est née à Angoulême. Oui, c'est tout à fait traditionnel, hein? Tout ça vient, c'est... Ma mère était un peu comme ça, quoi. Elle avait les mœurs de la bonne bourgeoisie de province. Avec un cœur grand comme ça, de générosité, une capacité de dévouement, un activisme un peu fatigant pour ses enfants. Oui. Tout le temps, il y avait des choses à faire. Estimant que les autres devaient aussi faire des choses. Moi, je n'adorais rien faire, pour dire la vérité. J'étais un peu antinomique parce que mon bonheur, c'était de ne rien faire. Rester tranquille, assis dans le coin, dire, pas bousculer, dire, voilà, il faut faire. Il faut. À qui vous pensez ressembler le plus? Votre père, votre mère? J'ai dû ressembler à ma mère pendant les 40 premières années de ma vie. Et je crois que je ressemble de plus en plus à mon père, en vieillissant. De sa mère, François Mitterrand héritera la probité et son ascendant religieux. De son père, il héritera cette froideur, cette propension à la distance, cette absence calculée, ce talent d'être là sans y être. C'était un homme froid et silencieux, donc qui communiquait peu. Bien, mais bien, très peu. Mon père, j'ai jamais vu donner, embrasser ses enfants autrement par un baiser fleurant la peau sur la tempe, rapide, d'une pudeur ombrageuse, un peu misanthrope. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette pudeur ombrageuse du père qui effleure d'un baiser distant le front de ses enfants? Ça donne toute une coloration affective à ce qui va être une vie, et ce qui lui permettra aussi en même temps de traverser des épreuves sans être affecté en apparence outre mesure. Et je dis bien en apparence toujours, parce que cette froideur, c'est bien évidemment une façade pour cacher un intime qui ne veut pas se dévoiler. Il est mort, j'avais 29 ans, et souvent, je me souviens, il parlait beaucoup quand il était à Paris. Quand il venait nous voir, là, on passait des soirées à parler, à Jean-Luc qui ne disait rien. Comme ça, quoi. On entend bien dans ce qu'il dit combien toute son enfance est marquée par un homme qui restera très silencieux et très en retrait par rapport à ce qu'il pouvait être. C'est un homme très, très remarquable. Son qualité de son père peut-être, très remarquable, très belle intelligence et une vaste cerveau.
et une très grande richesse intérieure. Bon, nous avons beaucoup d'affection et de respect pour mon père. Tous mes frères et sœurs sont comme moi. Mais il n'était pas facilement proche. On était intimidés par lui. Il était très réservé. Très réservé. En même temps, très timide. Un peu introverti. Au fond, sa vie à Jardin n'était pas celle qu'il aurait voulu. Il aurait rêvé à 20-30 ans d'être journaliste, écrivain. Il aurait voulu s'exprimer, puis il n'avait pas du tout d'argent, de fortune, et il a donc suivi la carrière de son père, il a trouvé un chemin de fer. C'est là, d'ailleurs, je dis, si vous voulez aller prendre ce cadre plus haut que large. Vous voyez combien est-ce que je pouvais gagner en 98. Homme d'équipe. Traitement, 3 francs. Il était très fier, il avait une très bonne éducation de la culture, il avait été un très brillant élève dans le collège secondaire à Blois, il avait ramassé tous les prix, il aspirait à s'exprimer, et puis rien de tout ça ne s'est produit, quoi. Alors je crois que... Puis c'était pas son pays, il était berrichon. Il a vécu son enfance en Sologne. Toute ma famille paternelle était de Bourges. Donc à mon avis, il s'est toujours senti un peu exilé. Mais il aimait beaucoup ma mère. Je n'ai jamais arrivé d'entendre ma mère et mon père avoir un mot plus haut que l'autre. Il y avait une harmonie extraordinaire entre eux. Alors, c'est un couple qui supportait. Et pour lui, le modèle de l'absence de conflit. Il ne se souvient pas qu'il se soit disputé. Il ne se souvient pas que son père l'ait touché. Sinon, en effleurant sur le front, c'est donc un monde, le monde de l'enfance, du côté de ses parents, qui met à distance les conflits, les affects et les choses comme ça. Et par ailleurs, il se décrit comme presque un double de son père, timide, renfermé, mettant les choses à distance. Donc ça, c'est une prise du caractère, je dirais, qui se transmet de père en fils. François Mitterrand, très attaché à son père, n'est pas peu fier de se retrouver des ancêtres Mitterrand jusqu'au début du Moyen-Âge. Il écrit dans Ma part de vérité, « Ça et là, les Mitterrand ont marié leurs filles à des hobereaux et des paysans. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de Mitterrand en Berry. » Or, ce disant, il se trompe ou commet un lapsus révélateur. En effet, seul le mariage des hommes explique qu'il y ait beaucoup de Mitterrand en Berry. Les femmes n'y sont pour rien. Comment comprendre un tel lapsus ? Monsieur le Président, pourriez vous demander peut-être pour commencer de relire quelques pages d'un livre que vous avez écrit, quelques pages, quelques lignes. Ici, jusque-là, en vous concentrant sur les 4 lignes qui sont soulignées au crayon, sur lesquelles on peut repartir. Comment de lire moi? Oui. Lire vous, oui, moi. Pourquoi voulez-vous? C'est ma part de vérité, c'est quelques lignes. Enfin. Donc c'est juste pour repartir. Donc tout ce qui est jaune, là? Non, du début jusqu'au début de la page d'après, et particulièrement ce qui est souligné au crayon noir. Jusqu'à ce qui est... C'est ça. Oui. Bon, on y va. Ceux de mes ancêtres dont... Non, à voix basse, disons, si vous voulez. Pourquoi vous le lisez Pour vous remémorer ce qui avait été écrit. Oh, je me souviens très bien. Très bien. François Mitterrand, dans un de ses ouvrages, qui est Ma part de vérité, il écrit des choses sur sa généalogie. Et quand il écrit des choses sur sa généalogie, il fait un lapsus. Il écrit, on trouve des Mitterrand très loin dans le temps. Ils ont marié leurs filles à des hobereaux locaux, c'est pourquoi il y a beaucoup de Mitterrand en Berry. Donc cette phrase, elle a été écrite par Mitterrand, elle a été reprise par tous les biographes, qu'ils soient... on retrouve cette phrase recopiée partout et personne ne s'aperçoit qu'il y a un lapsus. Et donc ce lapsus, je le soumets au président de la République, lisez ce que vous avez écrit. Très bien.
Simplement pour vous demander si, dans le Berry, à cette époque que vous évoquez, il y avait une descendance comme ça, matrilinéaire, de nom de famille. Comment? S'il y avait une descendance matrilinéaire à cette époque dans le Berry. Ce que tu veux dire. Vous écrivez que les filles épousaient des fils, les filles épousaient des fils, et que ça donnait des noms de famille qui Pas dur, j'en sais rien. les fils qui épousaient. Oui, ça n'a pas été réfléchi, ça. Pas été réfléchi. Non. Mais ce sont les fils qui avaient le nom. Oui. Donc c'est à travers eux qu'on peut distinguer. Mitterrand qui aurait épousé une chinoise, ça se serait remarqué. C'est sous cet aspect que ils n'allaient pas bien loin, quoi. C'est ce qui fait que la souche des Mitterrand portant le nom est restée très nombreuse sur place. Mais ça n'a pas d'autre signification. Pourquoi vous voyez quoi Non, vous c'est voyez que c'est les fils qui épousaient des filles pour transmettre le nom et pas les filles qui épousaient. Vous avez écrit le contraire, président. J'ai écrit le contraire? Bon, écoutez. Non, mais on l'avait remarqué en le lisant, mais leurs filles épousaient des fils. Oui. Ce qui explique le nombre de Mitterrand, enfin ça. Oui. Oui, ça fait que Mitterrand en tout cas, celui-là. Le lapsus, il ne le comprend pas et on ne saisit pas la dimension, mais ça lui permet de repartir et de nous redonner toute la généalogie des Mitterrand. Mais la question est de savoir par où passe la filiation, du côté des hommes ou du côté des femmes. Dans ma famille directe, au contraire, il n'y avait presque plus de Mitterrand, puisque je n'ai connu de la génération précédente que mon père, qui avait 2 sœurs. Et que je ne connais pas non plus, on a peut-être eu, je ne suis pas très ferré en généalogie, je crois qu'il n'y avait que son père, qui devait être lui-même non pas fils unique, mais seul garçon. Donc ça fait déjà 2 générations. Les générations d'avant, je ne sais pas, un certain Charles Mitterrand, dont j'ai retrouvé la trace tout à fait par hasard récemment, je ne sais pas du tout s'il avait des frères. En revanche, à partir de ma génération, nous sommes 4 frères. Mon frère est né 4 fils, moi 2, et mon dernier frère 2. Ça fait donc 8 déjà. Ils ont déjà beaucoup de fils, eux aussi. Donc en effet, il y a beaucoup de Mitterrand. Mais sont Mitterrand aussi, naturellement, mes sœurs et mes nièces. Et nous vivons beaucoup ensemble. François Mitterrand prolonge la généalogie de son père, mais par son lapsus, où ce sont les femmes qui transmettraient le nom, il nous donne à entendre qu'il prolonge aussi inconsciemment la généalogie de la famille de sa mère, la famille Lorrain. Sa grand-mère maternelle, Nini, son grand-père maternel, Jules, ont eu 2 filles et 2 fils. Les 2 fils sont morts. Il ne reste donc que des femmes. Le nom des Lorrain va s'éteindre, le dernier des garçons, Robert, l'emportant avec lui dans la tombe. C'était un choc terrible. Il avait perdu un fils qui était enfant, et puis le deuxième fils, jeune homme. C'était la maison a vécu en noir à partir de ce moment-là. Dans une ambiance de deuil permanent où rôde le fantôme de Robert Lorrain, Nini et Jules, ses grands-parents maternels chez lesquels il passe plus de 6 mois par an, deviennent maman Nini et papa Jules. Et le jeune François, annexé par le clan Lorrain, se substitue inconsciemment à son oncle Robert, devenant une consolation pour ses grands-parents. C'est un couple qui voit sa capacité à reproduire le nom propre, le patronyme, le nom du père, comme il s'est inscrit dans le christianisme, coupé définitivement. Et il y a une espèce d'injonction paradoxale qui est faite sur un certain nombre d'enfants de la mère, d'Yvonne, l'aîné, qui s'appelle lui aussi Robert, d'une part, et surtout François, parce que François, il reçoit cette injonction à la fois de sa mère, mais aussi de ses grands-parents maternels. Il faut que tu sois pris dans la renaissance du Lorrain. Ce qui est amusant pour François Mitterrand, dans le cas plutôt de François Mitterrand, c'est que ses parents s'appellent, les grands-parents maternels, sa mère s'appelle Lorrain.
Et c'est là où on va trouver une surdétermination inconsciente dans la carrière de François Mitterrand. L'intime rejoint le politique dans le terme lorrain. Issue de Lorraine, la famille maternelle professe un nationalisme vigoureux pour le retour de la Lorraine dans le giron de la France, ce qui oriente forcément l'imaginaire du jeune François. Il y a un nationalisme qui tourne autour de la perte de la Lorraine, qui fait que le destin des enfants, c'est de reconstituer une France non amputée de cette Lorraine, et quelque part on peut entendre dans François, soit la France. Cette France amputée d'un garçon, il ne faut pas qu'elle soit comme ça. Ramène-nous la Lorraine ou le Lorrain. Ramène-nous le mort. Il va être demandé inconsciemment à François Mitterrand de réincarner cet oncle mort. Quand François Mitterrand monte à Paris pour suivre ses études, c'est sur les traces de son oncle qu'il le fera. Comme lui, ce garçon était extrêmement brillant, promis à une grande carrière, mais une tuberculose foudroyante l'emportera à l'âge de 20 ans. Robert Lorrain, jeune leader politique dans un nouveau mouvement de gauche progressiste, le Sillon, prenait une sorte de socialisme avant l'heure. En rupture totale au sein de cette famille très à droite, il inspirera à François Mitterrand sa propre destinée. Encouragé par les siens, sa voie est toute tracée. Et donc quand il monte à Paris, la mère, la grand-mère, la famille Lorrain a décidé qu'il irait à Henri IV faire une préparation, comme l'oncle mort, et qu'il irait dans le même foyer où il a été étudiant, l'oncle. Il se retrouve au 104 rue de Vaugirard. Et puis quelque chose chez lui fait que il ira bien au 104 rue de Vaugirard, mais il ne s'inscrira pas en préparation à Henri IV et il fera Sciences Po. C'est-à-dire ce destin qui lui est assigné de réincarner un mort à tout prix, quand même, il fera quelques pas de côté. Je suis venu à Paris pour préparer Normale Supérieure. Et quand j'ai vu que j'étais destiné à aller à Henri IV pour de nouveau devenir pensionnaire, pour 3 ans, 4 ans, je me suis dit ça jamais de la vie. Je n'ai pas un mauvais souvenir de mon passage, j'avais envie d'être un peu plus libre. Et je suis allé m'inscrire à la faculté de droit et aux sciences politiques. Une fois à Paris, alors j'étais monté à Paris pour Normale Supérieure. Avec cette timidité. Quand j'ai vu que Normale Supérieure, c'était la continuation du bachotage. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, quand il parle de Normale Sup et d'Henri IV, il y a une espèce de rationalisation de l'idée de ne plus être en pensionnat, de plus bachoter, de plus ci, tout ça. Mais ça, il ne lui vient, enfin là, quand il en parle, il ne lui vient pas à l'esprit que vraiment il a évité d'aller à Henri IV parce que c'était le lieu où son oncle était décédé. Alors qu'il va y envoyer sa fille plus tard pour faire ses études. Donc il y aura un petit saut de génération pour retrouver le lieu de l'oncle maternel. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est la transparence. Il suffit de l'écouter et d'avoir un peu une histoire en tête pour pouvoir affirmer, ou en tous les cas émettre l'hypothèse que il y a là quelque chose de très sérieux pour lui dans cet évitement originaire. Le fantôme de Robert Lorrain s'éloigne progressivement. Il n'est pas question pour François Mitterrand de continuer trop longtemps à incarner cet oncle mort. Même s'il s'en est inspiré, à présent il a d'autres aspirations, les siennes. Vous voyez politicien, écrivain, quelle était la perspective que vous pensez? Je ne me suis jamais vu politicien. Jamais. Non, c'est le mot. Oui, non, c'est un mauvais mot. Est-ce que vous pensiez devenir écrivain? Oui, c'était des aspirations un peu confuses. Oui. Un certain goût de l'expression. De l'expression politique, par la parole. Mais j'étais très timide aussi, alors. Un peu maladivement timide. J'avais de la peine à m'exprimer. Et
Puis écrire, quoi. J'étais humble devant ce qui me paraissait des montagnes, de hautes montagnes, tracées devant moi, et écrire un bon français, des choses intéressantes, et agir jusqu'à avoir une influence ou un rayonnement sur un pays, sur le monde. Ça me paraissait des hautes montagnes, donc j'étais humble devant ces conquêtes futures, très hypothétiques. Enfin, ça m'intéressait. Est-ce que vous étiez timide à votre adolescence quand vous êtes arrivé à Paris? Oui, j'étais timide. J'aimais pas beaucoup le... J'étais assez facilement paralysé devant un public. Un exemple. Au bac. Je me souviens que la première voile du bac, j'ai été collé. Et j'étais incapable de dire 3 mots. J'avais eu un bon écrit pourtant. Mais c'était le trou noir. Le Poitiers, je me souviens. J'étais glacé intérieurement. C'était la fuite des idées, de la mémoire. J'étais très comme ça. Il a fallu que je me discipline. Et pourquoi la réflexion? Je sais bien. Il a fallu que je prenne sur moi beaucoup. Comment avez-vous fait? C'est facile à dire, mais... Si, je suis dressé. Par quelle méthode? En maîtrisant l'art déclamatoire? Méthode originale, de volonté. Cette timidité chez lui, c'est le silence de son père. Mais à force de discipline, le timide deviendra éloquent. François Mitterrand a su progressivement se défaire de ce père, par trop silencieux. Mais lorsqu'il voudra punir, comme son père, il se taira. Parfois, il saura aussi se mettre en colère. Je suis un peu inquiet de l'ampleur que ça prend. Que je n'ai pas décidé, moi, de raconter ma vie. Si je veux la raconter, je la raconterai moi-même. Un jour, vous comprenez, que vous fassiez des perceptions, des projections, en tout cas, vous êtes sympathique et ce que vous faites m'intéresse, très bien, je participe, mais de là à être tout d'un coup à me confesser devant cet appareil à longueur de journée sur tout le reste, ah ben si, en fait, ça vient ça. Ce qui est intéressant, c'est le terme qu'il emploie de confession. C'est-à-dire qu'il a comme un sentiment de parler à un prêtre qui pourrait éventuellement le juger. À ça, il n'en est vraiment pas question. C'est que là, maintenant, ce portrait, c'est moi qui le fais. Ah si, parce que tout est enregistré. Oui. Moi, je ne savais pas au début que tout est enregistré maintenant. Donc, vous avez de quoi faire 1 heure de film, là. Depuis le début, tout est enregistré, monsieur le président. Non, enregistré, le ton, on le voit, mais l'image aussi maintenant. Mais depuis le début. Depuis le début, mais je ne pensais pas, moi, que je serais tout le temps filmé. Ça fait un document énorme. Oui, en fait. Je pense qu'il a, du fait de son environnement familial et paternel, un rapport très particulier à la parole et à la langue. C'est-à-dire qu'il connaît les vertus de la parole, c'est un très bon orateur. Il connaît les vertus du verbe, mais en même temps, il est persuadé que ce sont ces actes politiques qui parleront pour lui, et non pas les propos qu'il peut tenir ou les commentaires sur les événements qu'il met en scène. Pour l'instant, je suis chef de l'État. J'ai beaucoup de choses à faire. Je suis plus conduit par l'action que par la réflexion sur moi-même. J'ai le temps. Si Dieu me prête vie, j'aurai le temps de le faire, ça. On avait quand même, monsieur le président, dès le départ, demandé, c'était que ces entretiens soient enregistrés en vidéo. C'était la première fois. Oui, mais je ne pensais pas que ce serait un volume pareil. Oui. Il ne faut aucun inconvénient que nos entretiens soient filmés. Mais si ces entretiens représentent
formidable, documentation. Alors là, ça change un peu de sens pour moi. Je répète, je deviens l'auteur de ma propre autobiographie. Je commande tout et le reste. Et c'est vraiment, c'était pas dans mon programme, moi, de faire ça. J'ai mal compris. Ah ben non. Ce que je veux dire. Jamais vous m'avez dit, on va passer 6 mois ensemble à tout enregistrer, toutes vos réactions sur tous les sujets qui se sont produits depuis un demi-siècle. Et là, on prend un savon absolument colossal qui dure une demi-heure, mais enfin, vous croyez quand même pas que on va continuer comme ça pendant des années. Vous êtes toujours en train de me poser des questions auxquelles je réponds à peine. C'était pas prévu. Qu'est-ce que c'est que ça? Où ça va? Etc. Vraiment. Et à la fin, et dans l'interview plutôt, il dit vous ne pensez quand même pas que ça va durer comme ça pendant des années? Pendant des mois, on va parler de quoi? Les premiers rendez-vous, les premières émotions dans le quartier latin, ce que je me promenais, et puis après, quoi encore? Et ben maintenant ça va loin. Si. J'ai bien vu le tournant que ça prenait, quoi. C'est un travail un peu difficile. C'est vous qui le faites. Oui, c'est nous qui faisons le travail. Moi j'aime bien, j'aime bien, c'est autre chose. Oui. Mais le travail... Je ne vous demande pas de faire le mien. Non. Hein? Finalement, après les 20 minutes d'engueulade, il nous parle. Et on redémarre l'interview comme si de rien n'était. Il nous parle, je pense, de sa résistance, de son lien avec le général de Gaulle, etc. Et à la fin, il nous dit avec un grand sourire, allez, on va pas s'arrêter là. Non, mais on va pas finir, on va continuer. Mais je ne veux pas, je répète, méditer, monologuer avec caméra pendant mon année 1984 et 5. Là. Ne pas se raconter tout en ne cessant de se raconter, se confiant tout en niant s'être confié, être là sans y être, de peur peut-être de finir par dévoiler des faiblesses, des failles, des regrets inavouables. Mais quand on veut marquer l'histoire, on se doit pourtant de se raconter dans la mesure de l'avouable, surtout s'il s'agit de regrets. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir pu racheter la maison de cette maison de mes grands-parents, qui m'aurait assuré dans cette belle campagne la continuité. Il n'était pas question de des propriétés de centaines d'hectares d'exploitation. Je ne suis pas agriculteur, je n'avais pas le moyen non plus. C'est un rêve, mais c'est un rêve qui j'ai toujours regretté. Il y avait la place, il y avait des gens qui servaient. Et les gens qui servaient, ce n'étaient pas des domestiques, c'était le voisinage. C'était la laveuse, c'était quelqu'un qui habitait dans une maison, qui habitait dans une vraie. Elle était tous les jours là, il fallait quelqu'un qui était là en permanence. C'était, vous voyez, la couturière, mais c'était l'agence quand même. C'était quand même un peu le service. Mais c'était des amis, vous voyez, des choses. Mais ça n'est possible que parce que c'était grand, il y avait des grandes cours, il y avait des grands hangars, il y avait des grands chais, il y avait des grands... C'est pas concevable ailleurs. On était au centre d'une petite société. Ils vendent cette propriété en 1929 et le fait à cause du krach économique. C'est-à-dire que pour François Mitterrand, il y a quelque chose d'injuste dans le capitalisme, c'est le fait qu'on ait vendu la propriété de tout vent. Donc il y a un paradoxe, c'est-à-dire que bien sûr il veut lutter contre les méfaits du capitalisme, mais pour mieux rétablir la propriété qui est une des composantes d'un régime marchand, économique, où il y a des favorisés, des défavorisés, etc. Donc elle est là la contradiction de François Mitterrand. À l'époque, François Mitterrand aurait tant voulu racheter la propriété des siens, cette maison dont il n'a jamais fait le deuil. Elle est là la contradiction de François Mitterrand, être de droite, mais aspirant à la gauche, tout en demeurant de droite. Mais les ambitions progressistes de l'oncle maternel vont finalement faire leur chemin. François Mitterrand deviendra sincèrement un homme de gauche. Et s'il avait autrefois éloigné le fantôme de l'oncle,
bien des années plus tard, ce tonton réapparaîtra au devant de la scène de façon inattendue, sous les traits mêmes de François Mitterrand. Vous avez un surnom au fond qui simplifie les choses, on vous appelle tonton, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi. On est enchaîné. C'est le canard enchaîné. Le canard enchaîné, oui. Je crois que c'est venu, ça m'a abusé. Je crois que c'est les premiers services de sécurité qui sont occupés de moi en 81 pour communiquer, mais sans être compris, des oreilles indiscrètes, on t'a employé tonton. D'ailleurs, c'est devenu un objet de plaisanterie. Hein? C'est pas gênant. Si l'hypothèse que l'on avance, François Mitterrand vient politiquement réincarner Robert Lorrain, membre du Sillon, dans une France catholique progressiste en 1981, eh bien, si on dit que cette hypothèse a une consistance, eh bien, cette hypothèse est corroborée par le fait que les Français vont appeler François Mitterrand tonton. Si cet oncle se manifeste aussi singulièrement, autrement dit, si les morts visitent éventuellement les vivants, François Mitterrand, lui, aime leur rendre la politesse en venant sur leur tombe, avec une prédilection quand même pour celle des poètes, comme Lamartine. Ô temps, suspends ton vol. Vous voyez là, il a fait creuser le mur de sa propriété pour que son corps soit dans sa propriété tout en étant dans le cimetière de la commune. Donc il a vraiment voulu être entré là, c'est pour ça que le maître au Panthéon se fait trahir sa volonté. Ce serait trahir Lamartine que de le mettre au Panthéon, dit-il. Pour le Panthéon, François Mitterrand a d'autres perspectives, plus personnelles. Il faut dire que lorsqu'on n'en finit pas de se familiariser au pouvoir et à la mort, on a de plus en plus de propension à l'immortalité. Lorsque je mets un écrivain, un historien, pour moi, il n'a jamais été inutile ni indifférent de savoir où il reposait, dans quel cadre, quel décor et pourquoi. Je ne suis pas spécialiste de ces choses. Disons que je suis allé voir la tombe de Bernanos, que je suis allé voir celle de Mallarmé et quelques autres. Là où, généralement, on ne sait pas qui se trouve. C'est intéressant, le fait de savoir que Bernanos a voulu retourner près de sa mère, dans son petit cimetière de Belvoisin. C'est intéressant de voir de quelle façon la tombe de Mallarmé se trouve près de Fontainebleau, dans un petit cimetière. Quand je suis allé, il n'y avait qu'un vase cassé, sans fleurs. C'est intéressant de voir Van Gogh près de son frère dans un cimetière d'Auvers, sur Oise. Bon, c'est pas une manie, c'est pas une obsession, mais ça complète l'idée que j'ai d'un personnage. Pour moi, c'est pas indifférent. Cet intérêt pour les cimetières, il faut être très précis. C'est un intérêt qu'il porte au processus de deuil. Tout le clan familial lorrain est sous un voile noir. C'est ce voile noir qui imprime la totalité de son enfance. Et il en sort de là avec un intérêt extra-familial pour les processus de deuil. Donc il n'attend pas d'être président de la République pour avoir cet intérêt, mais donc il va sur les tombes voir comment le deuil a été organisé. Il va sur les tombes pour voir si le fils a rejoint sa mère dans la tombe, si les frères sont les uns à côté des autres, enfin comment les morts se mettent en terre, se disposent. Et quand il sera président de la République, eh bien, son premier geste, ça sera de voir comment la République organise le deuil des hommes de gauche. Et où ils sont, et comment il va pouvoir rentrer en contact avec ces gens, comment il peut se mettre en filiation par rapport à ces grands morts de la République vus de gauche.
de vos premiers actes en tant que président de la République a été de rentrer au Panthéon. Ah oui, c'est pas... Non, c'était surtout les symboles que je cherchais. Le symbole de l'homme qui incarnait le socialisme, Jaurès, celui qui incarnait la résistance, Jean Moulin, celui qui incarnait la libération des esclaves, le message nouveau de la France au monde. Je cherchais. C'était des symboles. J'étais au Panthéon, donc déjà reconnu comme symbole par la nation française. Mais en agissant ainsi, j'ai réactualisé peut-être et ramassé dans une seule image ces trois phénomènes que je crois très importants dans l'histoire de la France. C'est pas par goût d'aller promener au Panthéon. On peut bien qu'il s'agisse d'un beau monument. Lorsque l'on tient à ce point à marquer son temps, à marquer sa place dans l'histoire et dans les mémoires, la question de l'éternité est effectivement une hantise. Milan Kundera note dans son livre L'immortalité qu'en choisissant d'inaugurer son règne en pénétrant au Panthéon aux accords de la 9e symphonie de Beethoven plutôt que de la Marseillaise, François Mitterrand voulait entrer de son vivant dans l'immortalité. Dans le même ordre d'idées, le premier acte qu'il fait, ou quasiment le premier acte législatif qu'il va faire, ça va être d'abolir la peine de mort. C'est-à-dire, il va se dessaisir du droit régalien de grâce que tous les présidents de la République avaient jusqu'à présent. Et il y a quelque chose qui se met... C'est François Mitterrand qui dit on arrête la peine de mort. Et donc, c'est une fois de plus quelque chose qui revient sur cette problématique de la mort qui le hante, littéralement, au sens inconscient, dans ses rapports avec le signifiant, avec tout ça. Avec certaines institutions, on dispose du droit de grâce, droit de vie et de mort. Avec les mêmes institutions, je suis privé de ce droit. Non pas du droit de grâce, mais du droit de vie et de mort, puisque j'ai fait supprimer la peine de mort. Et on peut avoir, à l'intérieur de ces mêmes institutions, la marge est quand même assez grande pour suivre sa ligne démocratique et soucieuse, en effet, de ne pas créer un régime personnel. Dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrages aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. Donc vous le gracieriez? Je ferai ce que j'aurai à faire dans le cadre d'une loi que j'estime excessive, c'est-à-dire régalienne, un pouvoir excessif donné à un seul homme, disposer de la vie d'un autre, mais ma disposition est celle d'un homme qui ne ferait pas procéder à des exécutions capitales. L'abolition de la peine de mort n'est pas un calcul politicien. Elle répond chez François Mitterrand à une nécessité inconsciente qui le pousse à être intraitable sur cette question, au risque même de perdre une élection. Sa vie durant, depuis sa tendre enfance, François Mitterrand n'a finalement cessé de repousser la mort, son image, ses fantômes, sa fatalité. La faille à combler, n'est-ce pas justement celle qu'impose l'idée de la mort? En devenant président de la République, il parviendrait à vaincre la mort, justement, en devenant, à sa manière, immortel. Or, précisément au moment où il a le pouvoir, au moment où il pense avoir atteint l'immortalité, la mort sur lui prend le pouvoir. Après 24 ans de lutte dans l'opposition, à peine élu, il apprend qu'il est atteint d'un mal qui l'emportera. Qui est consacré pas mal de pages
sur les détails qu'on me représentait sur ma future agonie, future et proche. Ce qu'on ressent, comment ça se produit, la diminution mentale que cela suppose, tellement on souffre. Quelle façon, vous n'avez pas vu tout ça? Je n'ai pas lu volontairement, je l'ai pas lu. Il y a 7 ou 8 pages consacrées à la description de mon agonie prochaine. Décrite par des gens, des médecins ou des gens qui ont souffert, qui sont morts d'ailleurs. Et ils vous prédisent quoi? Beaucoup de, hein? Ils vous prédisent quoi? Et puis il y a une mort assez prochaine par l'un de mes cancers qui me tuera, qui remontant la moelle épinière, va bientôt affaiblir mes facultés mentales. Je demande même si c'est pas commencé, et etc. Enfin, d'atroces souffrances. Si j'avais, moi, dit, au moment de... en 84, quand il parle, voyez, là, François Mitterrand, il fait de l'humour, mais il a vraiment un cancer, personne ne m'aurait cru. Il n'en dira rien à personne. Ce sera un combat secret entre la mort et lui. Un combat qu'il s'était préparé à mener depuis ses années d'adolescence où déjà il se rêvait marquer l'histoire. La voilà la mort qui pointait. Au moment pourtant le plus inconvenant, au moment où enfin il accédait au pouvoir. À présent, ses heures étaient comptées. Et son père le rattrapait, lui qui avait succombé au même mal que lui. Bientôt sa place serait vacante. Fallait-il s'en aller avant l'heure fatale? Ou se taire derrière les vitres de son bureau présidentiel? Il préféra mentir. Ce sera son plus grand mensonge, un mensonge d'État. Il faut que son médecin personnel énonce qu'il a été obligé de faire des faux par omission pour qu'on se dise, alors là, vraiment, non seulement il avait de l'humour, mais il était capable de mentir. Bulletin de santé tous les 6 mois, bon, c'est déjà un rythme accéléré par rapport à mes prédécesseurs. D'un autre côté, je ne peux pas passer mon temps à me promener dans la rue, la poitrine nue, avec un stéthoscope sur le truc, un instrument pour mesurer ma tension, qui est excellente. Je vous signale 12,8, ça bouge jamais. Et avec des tubes dans le nez et les oreilles. Son cancer, d'après les dires médicaux, se déclenche en 81, donc il est à peine élu président de la République qu'il est affecté de la même maladie que son père, qui lui est mort dans d'atroces souffrances, dans une agonie qui a duré 2 ans, et que François Mitterrand décrit, mais alors là, en paix. Mon père est mort d'un cancer de la colonne vertébrale, il avait aussi 2 ans à mourir. Alors, c'était 10 ans après. Mais François Mitterrand, lui, parviendra à différer sa propre mort de plus de 15 années. Si son père le rattrape dans sa vieillesse, puisqu'il meurt de la même maladie que lui, sa mère aussi est présente dans ses heures de la fin. Sa croyance et sa foi auront leur influence jusqu'au bout. On dit Dieu n'existe pas. J'ai dit je n'en sais rien. Ça va continuer de m'intéresser, pas sous la forme de l'angoisse, mais sous la forme de l'interrogation, quoi. Sous quelle forme cette interrogation? Je sais pas, je trouve que c'est quand même extraordinaire que l'homme connaisse tant de choses de la matière et qu'il ne sache rien de lui, quoi. Là, Comment ça? c'est surprenant, ce décalage, cette ignorance complète de l'homme sur lui-même. Sur ses origines? Ah bah oui, son origine et son devenir, là, dis donc. À moins qu'il conclue qu'il y a un acte physique qui le fait naître et un acte physique qui le fait mourir, le reste c'est le néant. Quelque chose qui est tout à fait possible, même dirons-nous probable, mais sans qu'on sache quand même la relation sur l'origine du monde, quoi. Sur la naissance d'une conscience qui est comme un petit éclat de diamant dans un coin du cerveau, qui fait qu'on juge tout de tout et de soi-même. C'est quand même un drôle d'événement, quoi. Ça, c'est une drôle de révolution, hein. Ça en vaut d'autres. Disons que si j'avais à me ranger dans un camp, je serais plutôt proche d'une explication spiritualiste que d'une explication matérialiste. Et qu'après tout, il y a suffisamment de théories qui expliquent aussi que l'esprit, c'est la matière. Donc, il faut se rejoindre. J'ai tendance à ne pas croire à la loi du hasard et de la nécessité. Ouais. Voilà. Si
s'il fallait absolument chercher, bon, alors oui, bon, après à brûle pour point, de points autour de la gorge, oui, je pense plutôt que. Je ne vais pas plus loin dans l'explication. Là, je suis croyant dans quelques objectifs. Je suis le premier à sourire de moi, lorsque je pense que l'homme serait perfectible, par exemple. Bon, mais que je sais bien qu'il me guère. Mais pourtant, je ne peux pas me défaire du sentiment qu'il l'est et qu'il faut y travailler. Et je suis de ceux qui croient que l'homme est perfectible, non seulement par l'approfondissement de sa réflexion personnelle, du cas échange d'enseignements qu'il reçoit, mais aussi par l'organisation de la société. C'est une des thèses auxquelles je crois le plus, lorsque j'ai souvent développé, quelquefois dans mes livres, mais souvent dans mes discours, que la liberté n'existait pas à l'état naturel. C'est une thèse à laquelle je tiens profondément, elle explique beaucoup de choses. L'autre jour, nous avons parlé un peu de la forêt, et ce sera ma meilleure image. La belle forêt n'existe pas à l'état naturel. La belle forêt, celle qu'on imagine précisément la plus naturelle, la plus ancestrale, c'est celle qui est entretenue par la main de l'homme. Au cours de ses premières séances, François Mitterrand est seul à savoir qu'il est atteint de ce mal incurable. Mais il ignore combien de temps il lui reste encore à vivre. Je l'ai soigné, celui-là, beaucoup. Il était attaqué par des insectes. Ça, c'est un beau petit chêne que j'ai récupéré de justesse après l'avoir recépé, c'est-à-dire après l'avoir coupé. Il était en train de mourir. Regardez comme il est bien reparti. C'est reparti d'ici et d'ici. Maintenant, il sera très beau. Ainsi, très vite, la mort deviendra le thème central de ses entretiens. En l'évoquant régulièrement, François Mitterrand réalisera à quel point cette problématique a fondé sa manière d'être, et ce, depuis l'enfance. Mais devenu vieux, il ne pourra toutefois pas se résoudre à l'accepter comme évidente. Je sais que je vais mourir, mais je n'y crois pas. J'ai l'impression d'avoir le temps. Oui, en effet. Mais vous aussi, non? Il faut que je vous quitte. Tu me dis. Ce matin-là de l'hiver 1985, en pénétrant dans les jardins du palais de l'Élysée, François Mitterrand avait rendez-vous avec un psychanalyste et un journaliste. Cela faisait déjà près d'1 an qu'il leur accordait des entretiens au cours desquels il confiait ses états d'âme. Il faut dire que lorsque François Mitterrand accéda enfin au pouvoir après presque 24 années dans l'opposition, il est un homme en sursis, un homme qui se sait condamné par la maladie. Durant près de 15 ans, il luttera pour différer au plus loin l'heure ultime. Mais en 1985, il ignorait combien de temps il lui restait à vivre, s'il était question de jours, de semaines, de mois, d'années. Pour cela, il se devait de se raconter. Mais pourquoi le faisait-il? À l'époque, il était le seul à le savoir.
Ainsi, Ali Magoudi, psychanalyste, et Pierre Jouve, journaliste, se rendirent régulièrement à l'Élysée pour de longs rendez-vous. Le président ne les décommandera jamais, durant plus de 4 ans, même dans les circonstances les plus tendues politiquement. Il leur sera fidèle et acceptera même d'être filmé. « 20 ans plus tard, Ali Magoudi se confronte à ces images, conformément aux vœux de François Mitterrand. Soucieux d'y déceler les clés de ce mystère qui pousserait un homme à désirer occuper le poste suprême, au-delà du simple fait de vouloir marquer l'histoire. Le président ne s'était donc pas livré à une réelle psychanalyse, mais plutôt à une sorte d'auto-analyse. Qu'en savait-il seulement de la psychanalyse ? Je voulais vous poser la question de savoir ce que vous pensiez de la psychanalyse. Je connais mal. Pourtant, dans vos livres, de temps en temps, vous utilisez quelques traits. Je connais un peu. Une science, mais pas une science exacte, ou une science insuffisante. Une approche, un itinéraire, parmi d'autres. S'il devient totalitaire et prétend se substituer à tous les autres moyens thérapeutiques, de maîtrise de sa propre personnalité ou de découverte de soi-même, on risque d'être déçu. J'ai lu peu de livres. J'ai lu peu de livres sur ce sujet. Ce qu'il est utile de connaître de Freud ou de Jung, un peu de Reich, de Lacan, je m'y perds vite, pour ne citer que ces noms-là, ce qui me vient à l'esprit. Mais c'est pas né avec eux, la psychanalyse. Ça fait longtemps que ça existe de façon latente. Bon, puis, comme quelqu'un qui a vécu depuis 45 ans à Paris, qui a rencontré beaucoup de gens, et parmi les plus importants de la pensée française, bon, c'est un sujet que j'ai vu souvent traité, entendu traiter devant moi, que j'ai quelquefois pris part un peu, mais je ne suis pas suffisamment compétent pour pouvoir en parler. C'est votre tâche, que vous vous êtes assigné à vous-même. C'est pas la mienne que de passer mon temps à analyser mon cas. Non, mais une fois. Quand on pose à François Mitterrand la question de savoir qu'est-ce qu'il en sait de la psychanalyse, il balaye la question d'un geste de la main en disant écoutez, j'ai vécu 40 ans à Paris avec tout ce que ça suppose de rencontres avec les intellectuels parisiens, bien sûr, je connais, mais enfin bon... je connais, j'ai lu Freud, j'ai lu Reich, j'ai lu un peu Lacan, ça c'est un peu compliqué, mais il faudrait pas que la psychanalyse prétende interpréter et soit la seule technique d'interprétation du monde. François Mitterrand n'ignore pas les rouages et les ruses de la psychanalyse. Il les accepte et se prête au jeu d'autant plus aisément que pour lui, leur champ d'interprétation est plutôt réduit. Même s'il se doute que le psychanalyste tentera d'interpréter chacun de ces paradoxes, il ne semble pas craindre qu'il parvienne un jour à élucider par quelle contradiction un grand bourgeois, amateur de golf, a pu devenir le chantre de la gauche sociale. François Mitterrand a des grilles de lecture, et la grille de lecture psychanalytique n'est pas celle qui privilégie, loin de là. Ce qui l'intéresse, lui, c'est le politique, mais quand il va parler du politique, il va mettre sur cette lecture du politique une grille religieuse. Et par exemple, il dit « Non, je n'ai pas rencontré le dieu du socialisme » pour parler de son engagement dans le socialisme. Non, je n'ai pas rencontré le dieu du socialisme.
Oui, c'est Au ça. détour du chemin, je n'ai pas été réveillé la nuit par ce visiteur inconnu, je ne me suis pas jeté à genoux, etc. C'est pas une nuit comme ça. C'est pas Claudel derrière son pilier, d'ailleurs, je crois que j'emploie l'expression. Pascal, j'ai nuit, j'ai. Hein? Non, c'est pas comme ça que je dirais que j'ai toujours une tournure d'esprit dans ce sens. Car c'est cet imbécile qui disait, mais il est devenu socialiste. Mais je considérais moi que les socialistes de 1950 n'étaient pas socialistes du tout. Je ne me sentais plus socialiste qu'eux. Mais formellement, j'ai toujours refusé, sauf très tardivement, quand je l'ai créé moi-même, d'adhérer à un parti. Oui, la semaine dernière Et encore. j'avais 50, je sais pas, 1971, j'avais 55 ans. C'est une affirmation de François Mitterrand de dire « Je n'ai jamais adhéré à un parti politique », sauf tardivement, donc l'âge qu'il donne, c'est le moment où il adhère au Parti socialiste, c'est-à-dire qu'il devient le président du Parti socialiste dont il n'a jamais été membre. N'adhérer à rien depuis toujours. Une ligne à laquelle il se montrera fidèle. Demeurer à l'écart pour mieux gérer les événements. Et même lorsqu'il est à la tête de son parti, il demeure en retrait. Fidèle à ce qu'il est depuis sa prime jeunesse, où la solitude était son vrai refuge. C'est pas l'impression de solitude, j'avais une certaine faculté à m'isoler au milieu du nombre, c'est tout. Simplement, j'étais intérieurement solitaire. Je veux dire que je ne me laissais pas du tout, je ne laissais pas empiéter sur moi la collectivité dans laquelle j'étais tout le temps. Dortoir, réfectoire, je n'étais jamais seul. À l'intérieur de tout ça, j'aimais bien retrouver ma propre solitude. J'aimais lire, j'aimais mon comportement à moi, quoi. Je ne voulais pas me laisser entamer. Qu'est-ce que ça implique par rapport à une vie de collège, par rapport aux autres enfants qui étaient dans ce collège, de particulier, de différent? Ma vie était celle des autres, moi. On dirait que je ne me laissais pas entamer. Oui, c'est ça. J'ai toujours eu une bonne résistance aux mouvements collectifs qui se sont déroulés autour de moi. C'était pareil en captivité. Oui. Mais là, J'étais bien avec mes camarades. Je n'ai pas du tout le souvenir, qu'un souvenir grave ou cruel de me marquer. mais qu'est-ce que ça aurait pu être quelque chose de collectif qui aurait pu vous entamer? Ça paraît très abstrait, là. Je participais pas beaucoup aux vies de groupe superfétatoires. Par exemple. C'était un collège catholique. J'ai jamais participé, par exemple, aux organisations scouts. J'ai jamais participé aux organisations de jeunesse catholique. J'ai jamais participé aux organisations, en dehors du football. J'ai jamais participé à aucune organisation collective. En plus de la discipline normale. J'étais rebelle à toutes ces organisations-là, à tous les cercles d'études, à tout ce qui mobilisait en dehors de l'obligation. Pourquoi? Pour avoir la paix. Oui. C'est le même procédé qui vous a fait ne pas adhérer, qui a fait que vous n'adhérez à aucun parti avant 55 ans. Oui, peut-être, oui. Oui, la dernière fois, vous avez dit je n'ai adhéré. Pourquoi? Parce que pour adhérer à quelque chose, il faut vraiment y adhérer, quoi. Sauf que vous avez dit que vous aviez adhéré à un parti que vous aviez créé. C'est ça. À vrai dire, au collège, si je m'étais laissé aller à la pente naturelle de ce genre d'institution, j'aurais toujours été mobilisé pour quelque chose, quoi. Je n'aurais plus eu de vie personnelle. À 10 ans, une vie personnelle. 10 ans. Oui. Je me souviens très bien de quand on est arrivé au collège, je n'avais pas 10 ans. Qu'y a-t-il d'étrange à avoir une vie intérieure à 10 ans? Surtout quand on grandit dans une famille où pèse le deuil sans fin d'un jeune oncle qu'on lui demande de remplacer. Aussi, le jeune François Mitterrand sera très tôt préoccupé des choses de la mort, qui le poussent à la réflexion et à l'isolement, malgré le contexte du collège catholique où il passe son enfance. Je n'ai jamais participé à aucune organisation collective, en dehors du football.
C'était Gaulle. C'était Gaulle. Donc, justement, je regardais les autres faire. Quand François Mitterrand dit qu'il regardait les autres faire, c'est une position tactique. C'est-à-dire qu'il était à cette position de maîtrise, où on peut observer le terrain, voir les gens se déplacer et agir à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est cette position de solitude du gardien de but qu'il va garder un petit peu pendant toute la durée de sa vie politique. Ce retrait l'incite à la réflexion, métaphysique sûrement. François Mitterrand est ainsi prédisposé à cette attitude de repli, rester à l'écart tout en prenant part au monde, participer de loin pour mieux gérer le monde, être là sans y être. Là encore, une obsession datant de sa jeunesse. Je connais bien l'histoire, elle m'intéresse. J'en perçois les ressorts. J'y réfléchis. Et je n'agis pas tant que je n'ai pas vu une situation simple. Tant qu'elle est compliquée, je n'agis pas. Le fait que vous soyez de gauche, est-ce que ça ne multiplie pas ces attaques personnelles un petit peu? Oui, j'ai le droit à ma dose, quoi. Blum l'a eu, Mendes l'a eu, Forest l'a eu. Tous les hommes de gauche qui ont eu une heure de renommée ont été plus accablés que d'autres. Vous avez déjà dit que vous étiez particulièrement peu attaqué. Actuellement. Oui, dans l'ensemble. Actuellement. Pour le presse, peut-être pas tellement. Comme si finalement là. Ils sont habitués à moi. Ou est-ce que c'est pas votre fonction qui. Oui, sans doute. Qui protège. Oui, sans doute un peu aussi. Il faudrait devenir président de la République si on voulait avoir la paix. Oui. Donc là, on entend le président nous parler dans les mêmes termes que ceux qu'il employait pour parler de sa mère, quand il évoquait cette femme qui lui disait il faut, et lui, il souhaitait avoir la paix. On a cette impression que se répète dans son discours quelque chose qui est avoir la paix, et finalement, il serait presque devenu président de la République pour avoir la paix. Mais pour avoir la paix présidentielle, il aura fallu passer par bon nombre de combats, et notamment la guerre, la vraie, celle où l'on doit être prêt aussi à y laisser la vie. François Mitterrand sera soldat. Il fera la guerre, avec la mort pour compagne, convaincu pourtant qu'il en réchappera. Vous étiez prêt à mourir, résigné, éventuellement? Non. J'avais le sentiment, comme tous, sans doute, que je survivrai. Et dans les... La mort, surtout quand on est jeune, c'est l'autre. Oui, je comprends pas. La mort? C'est l'autre, c'est pour les autres. Il parle du temps de la guerre, mais ses mots résonnent avec l'acuité du présent. On doit l'entendre dire encore aujourd'hui, la mort, c'est pour les autres. Je ne me sentais pas en disposition de mourir. À cet instant même, il n'était pas question de baisser les bras. Il ne se laisserait pas emporter par la maladie. Il résisterait jusqu'au bout. Aujourd'hui encore, il faut l'entendre nous dire « Je ne me sens pas en disposition de mourir ». Il n'est plus soldat, pourtant il mène la guerre la plus difficile qui soit, celle contre sa maladie. J'ai été blessé le 14 juin, comme ça, ça s'appelle le Morton, côté de la côte 304 devant Verdun. J'étais avec l'aspirant qui commandait la section où j'étais, qui est devenu un professeur agrégé de philo qui s'appelle Morossir, et qu'on était blessé du même obus, avec là tout dessus de nous, un binet de verre fer. Bon, j'ai eu l'épaule, j'ai toujours d'ailleurs du éclat dans l'épaule, lui au genou. C'était mon premier contact avec la douleur, la mort en série. La barbarie, la brutalité, la faim, la mort sous ses aspects plus simples, c'est les cadavres. Nous avions pas mal de tués avec nous, des gens camarades qui étaient tués.
j'avais vu sauter dans un fortin toute une section de ma compagnie, c'est-à-dire une douzaine de camarades très habituels. Tous avaient été tués, puis dans ma propre section, un petit adjoint, un breton qui s'appelait Baudieu, a été réduit en marmelade par une obus qui tombait sur lui, tout ça, mais j'ai commencé à être un peu habitué, quoi, un peu avait vu déjà. Puis au moment où j'ai été blessé, je me souviens, quelques minutes avant, avec Morossir précisément, on avait eu aussi l'homme de liaison de la section, qui s'appelait le Moëlic. On était tous les trois là, debout à regarder, on voyait les Allemands arriver, on était au cinéma. Hein. Les Allemands, les sarigés, culottes courtes, magnifiques, chantant, de mitraillettes. Nous, on était écrasés par des sacs. Mais c'est très beau, on mangeait des fraises des bois, chaque fois que vous se pencher à ramasser. Et le Moëlic qui était entre nous, on était tous trois à regarder, paf, était traversé de balles. Donc on était une sorte de fatalisme. François Mitterrand parle de ces épisodes dramatiques avec un détachement spectaculaire. Comme si en effet, la mort, c'était vraiment pour les autres et que ça ne l'affectait pas. On a l'impression qu'il est en train de regarder un film dans lequel il est lui-même acteur, tout en étant spectateur du film dans lequel il joue. Et cette mise à distance conceptuelle sur sa propre vie va lui permettre de traverser la totalité des drames de l'histoire qu'il va vivre. On a là une espèce de condensé, de résumé de l'arme politique de François Mitterrand. Il ne peut pas être atteint par l'adversité. L'adversité va atteindre les autres, mais pas lui. Il ne peut pas être atteint par l'adversité, dit-il. L'adversité va atteindre les autres, mais pas lui. Un autre que lui se serait lassé de l'opposition. Mais là encore, l'adversité ne l'a pas découragé. J'aurais pu m'ennuyer du pouvoir. J'ai été dans l'opposition pendant 24 ans de suite. Non, je ne suis pas du tout ennuyé du pouvoir. Enfin, de ne pas avoir le pouvoir. Est-ce que je m'ennuierais de l'avoir? Dans la mesure où je l'ai d'une certaine façon. J'en suis pas encore là, en tout cas. Vous êtes heureux par rapport à l'ensemble des autres hommes qui ont 67? Je crois en effet que je jouis de quelques privilèges. Compensés par beaucoup de responsabilités. Le privilège de pouvoir vivre intensément, de pouvoir décider pour défendre les idées qui sont les miennes, qui me sont chères, tenter de réaliser les projets qui m'importent et décider pour l'avenir d'un pays que j'aime. C'est beaucoup à la fois, c'est un grand privilège. Pourquoi devient-on président? Quelle faille affective doit-on combler pour désirer à ce point atteindre la fonction suprême? Pour désirer circuler dans les couloirs du pouvoir, s'y installer et prétendre marquer l'histoire? Ainsi, les séances se succèdent à l'Élysée. Au fil des souvenirs, François Mitterrand sculpte l'image de lui-même qu'il souhaiterait pouvoir laisser, en fin de compte. Quand les Allemands déposaient à l'entrée du camp, où nous étions, je sais pas, 30 000 peut-être, des bassines de soupe d'orge ou de rutabaga, comme ça, qu'il convenait ensuite de partager. Il n'y avait aucune règle de partage. Il n'y avait pas de société organisée. Donc pendant plusieurs mois, c'était une loi terrible, celle des plus forts, des moins scrupuleux. J'ai assisté à des spectacles, à ce moment-là, également très sévères. Mais ce qui m'a justement le plus intéressé, c'est de constater que finalement,
le besoin d'harmoniser cette société, donc, qui se résumait à un partage juste des boules de pain et des louches de soupe, c'est fait. C'est-à-dire que ceux qui, avec le couteau ou les poings, se rendaient maîtres des bassines, ils ont dû évacuer. Et puis ensuite, on était tous autour de la boule de pain, les yeux écarquillés, on discernait très bien le millimètre de dérapage du couteau pour que le part soit égal, et ça se passait très bien. Ça s'est passé sous l'effet de... C'est comme ça, j'ai assisté à la naissance d'une société. François Mitterrand assiste à la désorganisation complète d'une société et à la recomposition d'une société. C'est quelque chose qui, pour lui, est quasiment initiatique dans son parcours politique. Mais alors qu'il a une micro-société dans son camp, la société s'est totalement désorganisée de la même façon dans la France, et celui qui va réorganiser cette société s'appelle le général de Gaulle, et ça va être pour lui comme un abcès de fixation dans une rivalité intense qui va durer des années 40 jusqu'aux années 70. Jeune homme sortant de la guerre, il a 22 ans, Mitterrand trouve en De Gaulle l'image du modèle politique. Mais ce modèle s'impose très vite comme un rival, comme la figure emblématique du père, qu'il faudra abattre pour être. Alors, De Gaulle, j'ai entendu parler de lui pour la première fois. Tout est fait au début. J'étais prisonnier, mais encore en Lorraine. Je n'ai pas encore transporté en Allemagne. Donc, entre le 14, 15, 16, 18 juin, alors il y a l'appel du 18. Moi, je suis blessé le 14. On gère pendant quelques jours avant de finir à l'hôpital de Brière dans les Vosges. Je ne suis pas sûr de ne pas faire une erreur parce que je pense que c'était Feuillère, ou alors c'était quelqu'un qui était très ami de Feuillère et qui m'en parlait. Et qui disait, ah mais un type, il s'appelle De Gaulle, quel beau nom d'ailleurs, pour faire ce qu'il fait. Bien, qu'est-ce qu'il fait? Je ne savais pas très bien non plus, lui. Enfin, nos résistances n'étaient pas pratiquées encore. Mais voilà, la première fois, j'en suis là. Puis ensuite, plus personne, sauf dans mon camp, dans l'un des camps où j'ai été, où, généralement, De Gaulle, Pétain, De Gaulle. Dès les années 40, François Mitterrand se retrouve confronté à deux images d'autorité, pour pas dire deux images du père. L'image légitime, celle de Pétain, et celle qui est quasiment illégitime pour lui, qui est celle du général de Gaulle. Et ce double registre, légitime-illégitime, va durer jusqu'aux années 80-90. C'est-à-dire qu'il fera fleurir la tombe de Pétain et essaiera de réduire au maximum l'importance historique du général de Gaulle, allant jusqu'à ne pas citer son nom lors de la commémoration du 50e anniversaire du débarquement en Normandie. De Gaulle, indépendamment de ses indéniables qualités de patriote et d'homme de courage et d'imagination, bâtissait son pouvoir. Donc c'était en état de méfiance, bâtissait son pouvoir. Une des explications de cette période, thèse que j'ai à peine abordée dans mes livres, un petit peu quand même, mais que je n'ai pas retrouvé non plus, c'était une sorte de lutte entre la résistance intérieure et la résistance extérieure. Et contrairement à ce qui s'est passé dans la plupart des pays, vous savez et autres, c'est la résistance extérieure qui l'a emporté, grâce à la personnalité de De Gaulle. Vous n'aviez pas, à l'époque, quand on entendait la voix de Gaulle à la radio? Oui, un petit peu, pas beaucoup, j'ai entendu de temps en temps, je n'étais pas pendu à la radio. Quand François Mitterrand dit on n'était pas pendu à la radio, c'est quand même une façon assez massive d'indiquer son point de rivalité avec le général de Gaulle, quasiment en réécrivant l'histoire. L'appel du 18 juin, c'est un appel qui est inscrit de façon symbolique dans l'histoire. Et donc il s'attaque là au symbole. Moi,
Général de Gaulle. Ne pas écouter ou prétendre ne pas écouter l'appel du 18 juin est un des signes avant-coureurs d'un parricide annoncé. En fait, pour François Mitterrand, la rivalité avec de Gaulle est autre chose qu'une simple rivalité politique. Elle est une rivalité symbolique. Lorsque de Gaulle affiche la croix de Lorraine, pour François Mitterrand, le signifiant Lorraine le ramène encore à la famille de sa mère, les Lorrains. C'est donc à lui, François Mitterrand, qu'incombe ce retour aux Lorrains, à son jeune oncle, Robert Lorrain, ce jeune gauchiste progressiste décédé prématurément, dont il aurait d'une certaine manière repris le flambeau. C'est à François Mitterrand qu'incombe ce retour du Lorrain dans le giron familial, et par là celui de la Lorraine dans le giron national. Inconsciemment, pour François Mitterrand, de Gaulle est un imposteur, un usurpateur. Une physique un petit peu, je dirais pas mou, un peu, oui, même pendant comme ça, là, les jambes, les grandes jambes, ça, allongées, un petit peu, vraiment le verbe doux d'ailleurs. C'était de Gaulle, quoi. Mais côté qui surprend un petit peu, quoi, côté abandonné. Ce qui m'a le plus surpris. Pour le reste, très aimable, très courtois. Bon, passons. Quand on s'inscrit dans la succession des souverains, on s'inscrit nécessairement dans un rapport à la mort. Cela est valable pour tous les prétendants au trône. Il convient de précipiter la chute de celui auquel on doit succéder. Je vous remercie de votre présence. À moins qu'il ne disparaisse de lui-même. En France, depuis le 3 mai 1968, il n'y a plus d'État. Et ce qui en tient lieu ne dispose même pas des apparences du pouvoir. Tous les Français savent que le gouvernement actuel est incapable de résoudre la crise qu'il a provoquée et qu'il en est réduit à agiter la menace du désordre dont il est le vrai responsable pour tenter de se maintenir en place quelques semaines encore. Et pour quel dérisoire avenir, quelques semaines, quelques jours, quelques heures, nul n'en sait rien, peut-être pas même lui. Mais d'ores et déjà, pour votre information, je vous annonce, parce que le terme éventuel est à 18 jours, et parce que c'est le même combat, je suis candidat. Tuer le père en public, ça ne se fait pas. L'audace de François Mitterrand va l'écarter du pouvoir un long moment. On ne s'en prend pas impunément à la figure du père, surtout si l'on avoue le meurtre. La mort du père, le sacrifice du père, c'est un thème qu'on trouve toujours, c'est intéressant, tout ce que j'ai à en dire. Mais c'est vrai qu'en 1968, j'ai assumé ce rôle. Parce que je semblais avoir attenté au père. Quand de Gaulle dit « Si je n'obtiens pas ce référendum que je vous demande, un oui franc et massif », je partirai, il veut donc contraindre les Français, qui n'ont pas envie qu'ils s'en aillent, à voter un référendum qu'ils n'approuvent pas. Enfin, moi je dis, moi je ne l'approuve pas. S'il ne l'approuve pas, j'accepte le départ du général de Gaulle. Je ne vais pas demander, c'est lui qui l'a proposé. J'en tire les conséquences. Mais tirant ces conséquences, tout d'un coup, hors de toute logique, mais la logique gouverne rarement ces matières, les Français disent, mais il a voulu, mais moi je n'ai pas demandé au général de Gaulle, dites poser un référendum, dites dire qu'il s'en irait, c'est pas un oui massif, je n'étais pas contenté de la majorité éventuelle. D'ailleurs, il a annulé son référendum. Il m'a donné raison, ça. Cette parole de François Mitterrand sur l'idée qu'on se faisait de lui comme un agent dans l'acte de parricide, non seulement il nous le dit là, mais il l'a écrit. C'est une interprétation politique et psychanalytique que François Mitterrand fait en 69, un an après l'échec politique que ses propos lui ont valu. C'est presque une mise en jeu quasi définitive de François Mitterrand qui survient. Pourquoi ? Parce qu'il s'attaque
comme dans Oedipe, non pas à un père réel, mais à un père symbolique qui est président de la République. C'est-à-dire comme dans Oedipe, quand il tue son père dans la mythologie, c'est pas seulement son père est roi. C'est-à-dire c'est une fonction symbolique qu'il tue en plus d'une fonction réelle, celle du pouvoir souverain. Tuer le père, c'est parfois s'en réclamer pour mieux masquer ses propres erreurs. Ce que fera François Mitterrand lorsqu'il évoquera l'affaire du Rainbow Warrior 20 ans plus tard. En 1985, Greenpeace envoie le Rainbow Warrior dans les eaux du Pacifique pour contrecarrer les essais nucléaires français. Il est coulé lors d'un attentat. Les services secrets français sont directement accusés. François Mitterrand nie être mêlé à l'affaire. Oh non, cette affaire-là, moi je n'ai été... On m'a mêlé, mais je n'étais aucunement mêlé, ni de près ni de loin. Non. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, je prenais des décisions sur, au moment de l'affaire des fuites, j'étais directement la main à la pâte, là, hein, un peu dans la situation où s'est trouvé Charles Hernu, cette fois-ci. Tandis que là, alors, vraiment, ce qu'on imagine que le président de la République s'occupe de savoir comment procèdent des gens à Auckland. Est-ce qu'on imagine ça? Est-ce que le général de Gaulle était au courant de quelques personnes qui guettaient au carrefour de Saint-Germain-des-Prés ce malheureux Ben Barka? Il énonce. Est-ce qu'on imagine que le général de Gaulle était au courant de l'affaire Ben Barka? C'est absurde. Comment donc moi je pourrais être au courant de l'affaire du Rainbow Warrior? Je suis désolé, ça s'appelle énoncer une vérité. Oui, le général de Gaulle était au courant probablement de l'affaire Ben Barka. En tout cas, François Mitterrand l'a dit à son époque. Et deux, bien évidemment, énoncer comme ça quelque chose de l'affaire du Rainbow Warrior, c'est signer. Le déni est un aveu. En 2005, 20 ans après les faits, le journal Le Monde publiait un article signé de l'amiral Lacoste qui avouait avoir reçu l'ordre direct du président Mitterrand de couler le Rainbow Warrior. L'attentat a eu lieu. Attentat parfaitement répréhensible sous tous ses aspects, à la fois par son initiative et par sa réalisation. Bon, alors, personne n'a voulu tuer ce malheureux photographe, ni portugais, ni irlandais. Personne n'a pas eu l'intention de tuer. Il ne faut quand même pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je lisais un éditorial d'un journal qui se dit sérieux et qui disait que désormais ça me serait difficile de condamner Pinochet et les goulags. Je me disais, est-ce que le sens de la mesure existe encore en France? Quand François Mitterrand parle du reporter photographe qui meurt au cours de cet attentat, il se défend d'avoir commandité un acte qui finalement entraînera la mort d'un homme. Il se défend d'un meurtre qui, d'un point de vue d'un chef de l'État, est un meurtre légitime, comme la capacité d'appuyer sur le bouton de l'arme nucléaire pour tuer des gens, des dizaines de milliers de personnes, si la France était attaquée. C'est une puissance de meurtre légitime, un chef d'État. Cette confrontation à la mort de l'autre est d'autant plus vive qu'on est enfin maître de la vie et de la mort sur les autres. Qu'en est-il de la réflexion intérieure d'un homme qui se sait en suspens et qui occupe la place de celui qui pourrait enclencher l'arme la plus meurtrière qui soit? Vous pouvez commencer aujourd'hui, Monsieur le Président, par le problème de la bombe atomique. Le pouvoir qui est le vôtre et de décision par rapport à ce geste éventuel qui ferait que la France pourrait se défendre de cette façon. Et on a été étonné en suivant de voir finalement la discrétion avec laquelle cette mallette vous suit ou vous suivrait, parce qu'on l'a même pas vu. Pas une mallette. Enfin, le bouton, l'ordre de... Je ne sais pas ce que c'est. Pas une mallette. La mallette qui me suit, c'est là où il y a mon rasoir. C'est ma brosse à dents. Pas une mallette. Il y a un code dont je suis seul détenteur dans sa totalité et dont les parties sont connues des gens responsables, essentiellement l'état-major, le Premier ministre, le ministre de la Défense, de telle sorte que le jeu de différentes facettes
ce code sont suffisamment astucieusement emboîtés pour que il puisse pas y avoir de méprise. Il faut que je puisse communiquer à tout moment, donc dans tous les voyages que je fais, c'est pas moi qui transporte une mallette, je suis toujours en mesure de communiquer par téléphone direct dans quelque partie du monde que ce soit avec les responsables de Paris. Et si j'étais empêché, le système fonctionnerait quand même. Si j'étais empêché. Ah oui, mais je ne vais pas vous dire comment. Non, mais... Ça fonctionnerait quand même. Je pourrais devenir aphasique, je pourrais avoir une condition cérébrale, je pourrais avoir... L'État, ça n'arrêterait pas de fonctionner. Ce qui est particulièrement intéressant quand François Mitterrand nous parle de la bombe atomique, c'est qu'il nous parle du pouvoir légitime de tuer qui procède du chef de l'État. Et il en parle, comme d'habitude, avec cette distance qui le caractérise, mais ce qui est particulièrement surprenant, c'est que dans ces associations libres, va venir rapidement l'idée de sa propre mort face à ce pouvoir légitime de tuer. C'est-à-dire qu'il parle de l'aphasie, de l'accident vasculaire cérébral qu'il pourrait avoir, qui pourrait lui ôter ce pouvoir de tuer. La nature de cette arme fait que la décision ne peut pas être partagée. C'est la nature de cette arme, c'est pas un décret divin, ce ne sera pas éternel. Il y aura d'autres technologies de la guerre, il y aura d'autres... Mais là, tel que c'est aujourd'hui, la décision est personnelle. Il est saisissant de voir un homme, lui-même se sachant atteint d'une maladie mortelle, disposer ainsi d'un tel pouvoir de mort totale. De la même manière qu'il évoque son désir de ne jamais user d'un tel pouvoir, on peut lire là son désir de différer la mort de l'autre, comme son propre combat face à sa mort à lui. La différer tant que faire se peut. Il y parviendra durant près de 15 ans. Le roi est mort, mais vive le roi. Au revoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Institutionnellement, le président de la République française est, dans toutes les démocraties, l'homme qui a le plus de pouvoir. Ça, c'est la Constitution. Et j'ajoute toujours l'usage qui en a été fait, mais usage depuis plus de 25 ans, difficile à corriger. Donc en fait, et en droit, c'est comme ça. Monarchie, vous savez, une monarchie dont le terme est fixé et qui se soumet au suffrage universel connaît vite ses limites. Ce n'est pas une monarchie parce qu'il y a un banque monarque, avec de vrais pouvoirs. Donc, on peut dire ça. Et aussi d'autres pouvoirs qui sont chargés d'équilibrer. Et ces pouvoirs, il fallait les restaurer. Je m'y efforce. François Mitterrand va donner à entendre ses capacités de souverain républicain dans cette fonction régalienne possible, tout en donnant une image de lui tout à fait bonhomme, d'un être humain à distance de ses enjeux de souveraineté. Il est à la fois roi, monarque républicain, et en même temps citoyen comme les autres, et vivant comme les autres. Combien gagne un président de la République ? Environ 30 000 francs par mois. 29, 30, 31, un peu comme ça. Oui. Est-ce qu'on peut vous demander, est-ce que vous avez besoin d'argent ? Oh, pas spécialement. Si je vivais ici en permanence, beaucoup de mes besoins seraient assumés par l'État. Je ne peux pas dire qu'il m'en reste beaucoup quand même, hein.
C'est-à-dire qu'il me reste beaucoup, je ne fais pas d'économie. J'achète des livres quand j'en ai envie. Et vous savez que j'ai un peu la manie des éditions originales, c'est assez coûteux. Alors, j'achète. Alors je me dis, ce mois-ci, jusqu'au mois prochain, ou dans les 6 mois qui viennent, il faudrait que je sois plus raisonnable. Je n'achète pas. Puis, je vais au restaurant. Moi, je fais comme tout le monde, là. Je ne vais pas dans les restaurants les plus luxueux et les plus chers. Si on m'y invite, je ne suis pas contre. Mais aller dîner chez des amis, chez des gens, avec une bonne relation, avec le couvert mis, avec le soir, non. Le soir, je lis, j'écoute de la musique, je regarde la télévision, je bavarde avec quelques amis choisis, mais pas ce genre-là, autrement. Non. Je veux garder mes soirées. C'est le seul moment où je peux être avec moi-même. C'est parce que j'ai gardé mes soirées depuis très longtemps que j'ai pu faire autre chose que de me laisser boire et dévorer par l'action politique. C'est la même chose que la coupure du téléphone. Il y a quand même là des lignes, elles ne sont pas directes, mais il y a des gens qui se trompent, ou bien il y a les PTT qui marchent mal, alors, de temps en temps, ça sonne. C'est très rare. Dis alors, qu'est-ce que vous voulez, madame? Monsieur, dis alors, c'est la boucherie une telle? Non, c'est pas ça. Bon, vous faites une erreur, et je raccroche et c'est fini. Ça arrive quand même de temps en temps. Qu'est-ce qui reste de quelqu'un si on est toujours arraché par l'extérieur? Moi, je n'ai pas un humus intérieur inépuisable, il serait vite mangé par les autres. Je ne sais pas qui en aurait l'avantage, hein. On se fait peu d'amis nouveaux après 30 ans. C'est pas la meilleure place pour se faire des amis. Ou de faux amis. Hein? De faux amis, rivistes. Oh, mais ça, j'ai l'œil. Vous avez l'œil. Lorsqu'on vous voit comme ça, on sent en vous l'épicurien, le jouisseur. Enfin, pour vous, c'est une vie très austère. Très austère, oui. Oui, mais on sent très bien que vous avez une certaine finesse dans vos plaisirs. Vous cherchez un petit peu les... Mes plaisirs, pour l'instant, consistent à marcher au boulevard Saint-Germain, à entrer dans quelques librairies, et quand je vais dans les quelques endroits que j'aime, à aimer les arbres, regarder le ciel, à sentir le vent, et à être avec les gens que j'aime. Oui, c'est pas... Dans le pouvoir. L'épicurisme. C'est peut-être l'épicurisme, c'est une très belle philosophie, mais enfin, je veux dire, c'est pas... Jouisseur peut-être un peu excessif. Enfin, ça, c'est un sentiment qui vous est souvent attribué. C'est pas moi qui le... On va être heureux, c'est ça? Oui, là, c'est souvent. C'est étonnant. Je suis quelqu'un qui, depuis 25 ans, n'a jamais participé à aucune réjouissance publique d'aucune sorte, qui n'a jamais fréquenté un cocktail, qui n'est jamais allé à un dîner. 25 ans, oui. François Mitterrand se défend d'être un jouisseur et il met en avant le caractère austère de sa pratique politique. Mais c'est vrai qu'il est capable de mettre en scène, comme au G7 de 1982, les fastes les plus manifestes pour recevoir les chefs d'État et de gouvernement à Versailles, dans la Galerie des Glaces. Mais en même temps, c'est pas dans ce registre-là qu'il éprouve du plaisir. C'est vrai que son vrai plaisir, c'est de se promener à la campagne, c'est de lire des livres et également d'exercer le pouvoir. Le comble de l'exercice du pouvoir pour François Mitterrand, ce serait de demeurer un homme simple, presque clandestin, se glisser dans la peau d'un anonyme, se livrer à son éternel petit bonheur. Tout simplement celui de l'enfant qu'il était, confiné dans sa bulle, et là,
dans le refuge des refuges, qui se livrait au plaisir impuni de la lecture. Cette tendance à la simplicité, à l'austérité n'est pas un leurre. La force tranquille, c'est pour lui qu'il en a besoin, pour sa tranquillité intérieure. Se promener dans Saint-Germain en toute liberté, et puis s'en aller refaire le monde dans son bureau à l'Élysée, la voilà encore la contradiction de François Mitterrand. Je ne sacrifie rien, je n'ai pas un héros de la vie simple, mais je mène une vie simple. Elle est dans mes goûts. Bon, alors j'ai le plaisir, ce plaisir impuni de la lecture, ce plaisir de voir de belles œuvres d'art, le plaisir de pouvoir en faire créer, en commander donc, le plaisir de modifier l'aspect d'une ville par la beauté. Que reste-t-il sinon la pierre pour durer après la mort? Le plaisir de pouvoir modifier l'aspect d'une ville par la beauté, peut-être même l'utilité, mais surtout le plaisir de pouvoir durer par la pierre, durer au-delà de la vie. Quand François Mitterrand fait bâtir l'Arche de la Défense, il s'inscrit dans la continuité du Louvre des rois de France, de l'obélisque des pharaons, de l'Arc de Triomphe de Napoléon, et s'ouvre vers un avenir tel qu'après lui, disait-il, il n'y aura plus de grand président. Avec la pyramide, il se choisit symboliquement une tombe éternelle, de laquelle il sera absent, mais quand même du haut de cette pyramide, un président contemple l'Élysée, duquel il dirige sa barque. François Mitterrand, face à cette maladie qui le cueille au début de son premier septennat, va avoir comme réaction forcenée de laisser une trace dans le bâti parisien avec des grands travaux. Et surtout, cette grande bibliothèque, lui, l'homme du livre, qui est une espèce de pyramide tronquée dans lequel on va enfouir les livres du passé et de l'avenir. Et c'est une espèce de maîtrise sur le livre qui va être son testament architectural. Tout ça pour maîtriser la temporalité, l'intemporalité, la vie et l'immortalité. Qui n'a pu voir dans ces grands livres ouverts autant de pierres tombales? François Mitterrand ne pouvait mieux rêver pour lier en un même ensemble ses plus vives obsessions, les livres et la mort. La bibliothèque est son véritable mémorial. Aussi fallait-il l'inaugurer au plus tôt, même inachevé, alors que la mort lui accordait encore un bref sursis. Monsieur le Président, vous avez souhaité toujours beaucoup de transparence dans votre état de santé, donc il faudrait qu'on vous demande si vous pensez aujourd'hui continuer vos activités ou si vous avez songé à les abandonner, à démissionner en fonction de la mort. Non, j'ai pas encore songé, non. Non, il n'y a pas de raison. Je ne pense pas qu'on m'ait enlevé un lobe du cerveau, car c'est pas de ce côté-là que ça se passe. Et vous réagissez bien à la maladie, au fond? Comment voulez-vous que je fasse? Je pense que c'est un combat honorable à mener contre soi-même. L'émotion qui se dégage de ce qu'il dit tient au fait qu'il donne l'illusion aux Français que malgré la mort qui l'attend, c'est vraiment le corps du roi immortel qui prédomine sur la maladie. C'est-à-dire qu'il nous laisse croire qu'il est immortel. Et tout le monde sait bien que c'est pas vrai, mais il n'y a rien de plus émouvant. Jamais peut-être le rapport à la mort n'a été aussi pauvre qu'en ces temps de sécheresse spirituelle où les hommes, pressés d'exister, paraissent éluder le mystère. Ils ignorent qu'ils tarissent ainsi le goût de vivre d'une source essentielle. Ainsi commencent les dernières lignes publiées par le président François Mitterrand. Dans la mise en scène de sa mort, il y a là tout Mitterrand. Être là sans y être. Une cérémonie officielle est organisée à Notre-Dame de Paris, dont il est absent. Il n'y est pas. Il est ailleurs, loin des fastes du monarque. Il a choisi Jarnac, sans fioriture, là où sont enterrés les siens.
François Mitterrand a toujours joué sur deux tableaux, sans privilégier l'un plutôt que l'autre, jusqu'à ce que la mort décide pour lui de la simplicité plutôt que des fastes, de l'éphémère plutôt que de l'éternité. Quand il met lui-même en scène son propre enterrement et qu'il décide du lieu où il va être enterré, c'est une façon extraordinaire de boucler la boucle. C'est de se faire enterrer dans le caveau de famille des Lorrains, là où ses parents et ses grands-parents sont enterrés, et surtout là où l'oncle Robert Lorrain a été enterré. Mes gestes en tant que président de la République peuvent plus aisément atteindre au symbole que si j'étais un simple particulier. Mais vous, qu'est-ce que ça vous fait? Puisque je traite la matière historique à laquelle sont sensibles des millions de mes contemporains, qui éprouvent en même temps que moi, qui ont les mêmes sensations que moi, qui ont les mêmes espérances, parfois les mêmes rêves, qui ont connu la même histoire, qui ont vécu les mêmes drames. Ce que j'exprime donc à leur nom devrait toujours avoir une résonance extrême dans le plus secret d'eux-mêmes. Quand il y a de justes symboles, alors on les appelle comme ça parce que ça va très loin dans les consciences. Comme un beau poème. Le poète, dans sa fonction de poète, peut exprimer ce que ressentent tous les gens qui le diront, et même au-delà. Les plus grands des nôtres ont toujours signifié leur époque. Le symbole est toujours poétique. Il faut que je reçoive un chef d'État maintenant. Oui. Le président des Maldives. Sur sexe. Il est maintenant. 11 heures. J'attends en bas. Ah oui, on commence déjà. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un écrivain étranger? Que je vous quitte.